Sunday Production. Ah bah c'était la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, ça a tout impacté parce que ça m'a donné de la confiance en moi, cette confiance en moi qui s'est retrouvée dans plein de domaines. Au final, j'ai eu, grâce à cette confiance que j'ai gagnée, j'ai eu le courage de faire des reconversions professionnelles, de changer de métier, j'ai eu le courage d'aller un peu plus vers les gens, il y a eu tellement de choses qui ont changé que je dirais que toute ma vie a basculé sur cette décision. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra-trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Je suis avec Charlène Floss aujourd'hui. Bonjour Charlène. Bonjour. Eh bien écoute, enchanté, bienvenue dans le coworking où j'enregistre ces épisodes à Lyon. C'est vrai que c'était l'occasion de pouvoir, se rencontrer, enregistrer un épisode en face à face, c'est beaucoup plus sympa. Donc un grand merci pour ta disponibilité, je suis très heureux de te rencontrer. Et puis comme on le fait à chaque fois sur le podcast Ultra Talk, est-ce que tu peux, Charlène, te présenter pour les auditrices et auditeurs, s'il te plaît ? Bien sûr, et déjà merci à toi pour l'invitation. Et du coup, moi c'est Charlène, j'ai 29 ans, bientôt 30, mais ça faut pas le dire. Je suis lyonnaise, du coup on est de la même région, et je suis passionnée de sport depuis 2017. Bon, on va rentrer dans tous ces détails et qu'est-ce qui s'est passé depuis 2017. Mais comme je le fais également, systématiquement, Charlène, petite, elle était déjà une grande sportive, elle pratiquait l'athlétisme, elle pratiquait d'autres sports. Qui était Charlène petite, qui l'a conduit à faire ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est-à-dire de l'ultra-trail, enfin du trail, de l'ultra-trail. Et puisqu'on en a parlé avant d'ouvrir les micros, mais tu tends sur la longue distance. Donc d'où est-ce que ça vient tout ça ? Alors moi, pas du tout. Par contre, j'étais pas du tout sportive étant petite. J'étais même l'opposé total. On faisait pas du tout de sport dans ma famille. J'avais jamais fait de sport avant 2017. J'étais même souvent plutôt l'abonnée aux dispenses. Donc, ça... j'étais pas du tout sportive. Alors, comment avant 2017, on l'a compris, une famille qui n'était pas sportive, parce que quelquefois, ça peut arriver de la famille, cette transmission. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2017 où tu découvres le sport, en fait ? C'est ça. C'est vrai que moi, en fait, j'ai grandi dans une famille où on était très portés sur les jeux vidéo. J'étais ce qu'on appelle une geek dans mon adolescence, donc j'ai pas été très habituée au mouvement. Même quand fallait marcher 10 minutes, je râlais, c'était le bout du monde pour moi. Mais il y a le e-sport maintenant, on remarque. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu moins présent. Et du coup, pas du tout habituée au mouvement. Et forcément, le fait de pas bouger, j'ai toujours aimé bien manger. Ça a fait qu'à un moment donné, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, waouh, c'est plus possible. Donc j'ai eu le petit déclic fin 2016, vraiment fin 2016, c'était entre Noël et le jour de l'an, et là je me suis dit, en fait il faut que je fasse quelque chose. Donc en fait c'est pas une rencontre, un film, une musique, je ne sais quoi, extérieure qui aurait pu orienter ta pratique ou ta prise de décision, c'est vraiment ta voix intérieure, on va dire ça comme ça, toi avec toi-même, où tu as pris cette décision de faire du sport pour une hygiène de vie ? C'est ça, exactement. C'est pendant une insomnie que ça m'est arrivé, que vraiment je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Là, je me sens pas bien comme je suis. L'image que me renvoie le miroir ne me correspond pas. Et du coup, il faut vraiment que ça change. Et je me rappelle, c'était un soir entre Noël et le jour de l'an, je faisais une insomnie. Et en fait, justement, comme je disais, j'ai jamais fait de sport, donc je ne savais pas comment faire du sport, quoi faire, vraiment, je ne savais pas du tout par où commencer. Et j'ai fouiné sur Internet, j'ai tapé les trucs classiques, perte de poids, faire du sport, etc. Et j'étais tombée à l'époque sur le programme du Top Body Challenge, que je m'étais dit, que j'ai acheté, et je me suis dit, allez, c'est bientôt le 1er janvier, bonne résolution, je vais me mettre au sport, je vais commencer ce programme. Et étonnamment, c'est peut-être la seule bonne résolution que j'ai tenue dans ma vie, je n'ai jamais arrêté. Donc ce que tu nous dis, Charlène, je trouve ça hyper intéressant, j'aimerais qu'on s'arrête dessus, et c'est la première fois que je l'entends depuis plus de 300 épisodes et un peu plus de 5 ans, donc on est sur la 6e saison cette année, je ne savais pas par où commencer pour faire du sport. Et c'est vrai que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, par où il peut commencer, qu'est-ce qu'il se dit ? Ça peut être au niveau de la prépa physique, de l'hygiène, du matériel. Quelles sont les questions que tu te posais, toi, lors de cette insomnie proche de l'année 2017 ?
qui est l'année où tu as 1000 pieds dans le sport. C'était quoi tes questions en fait? Quelles questions on se pose quand on n'a jamais fait de sport et qu'on se dit j'en ai jamais fait, je me sens pas bien comme je suis, donc peut-être que c'est le sport qui va m'amener à être bien dans ma vie. C'est quoi les questions que l'on se pose? Alors les questions que l'on se pose, il y en a beaucoup en fait quand on ne sait pas par où commencer. On est là, on voit énormément de choses sur les réseaux, énormément de gens qui partagent un petit peu tout et n'importe quoi, et on ne sait pas quel sport va nous correspondre parce que j'avais jamais fait vraiment de sport. Je me dispensais très souvent, mon médecin de famille avait la dispense facile, donc j'avais pas eu l'occasion forcément de tester énormément de sport. Je savais pas ce que j'allais aimer, je savais pas ce qui allait me correspondre, ce que j'étais capable de faire, parce que à l'époque je me sentais pas forcément capable de grand chose non plus, donc il me fallait pas quelque chose de trop complexe tout de suite, mais en fait on sait pas du tout par où commencer. Enfin moi en tout cas personnellement je savais pas par où commencer. Est-ce que Charlène, tu avais choisi ton sport déjà? Parce que là on parle comme si c'était une évidence que tu allais faire du running, mais peut-être pas en 2017, c'était peut-être pas ça. Est-ce que tu avais déjà un sport qui t'attirait, ou tu t'es dit voilà, je vais faire du sport et je vais choisir ce sport, ou c'était juste j'ai envie de faire du sport mais je sais pas par où commencer? Alors, j'ai pas commencé tout de suite par le running. Le running, c'est arrivé en avril 2017, alors que moi, j'ai commencé en janvier. Et à la base, ce que je voulais, c'était quelque chose que je pouvais faire toute seule à la maison sans que personne me voie. Je sais pas pourquoi, je ressentais ce sentiment où j'étais un petit peu honteuse de faire du sport devant les gens. J'avais l'impression que tout le monde allait me regarder, me juger, et j'avais peur d'aller courir dans la rue. J'osais même pas. Alors que je savais que, vu que mon objectif était de perdre du poids, je savais que le running était quand même bien recommandé pour ça. Mais en janvier, quand vraiment j'ai commencé, j'osais pas. J'avais peur d'aller courir dehors dans la rue, aux yeux de tout le monde. Ça aussi, je trouve ça hyper inspirant, parce que quelqu'un qui veut changer effectivement d'état d'esprit, se dit je vais faire du sport parce que j'en ai jamais fait, donc comme ça va peut-être me permettre d'aller beaucoup mieux. Mais en même temps, je veux pas faire du sport en extérieur par rapport au regard des autres. Donc, quel a été le déclencheur, Charlène? C'est-à-dire que qu'est-ce qui a fait que quelques mois plus tard, tu t'es mis à la course à pied, et qu'est-ce qui a fait que quelques années plus tard, tu sois sur la Saint-Élion, qui est quand même une course mythique? C'est quoi le chemin, en fait? Alors du coup, moi j'ai commencé mon petit sport à la maison, caché de tout le monde, à faire mes petites séances du Top Body Challenge. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis vachement pris au jeu. J'ai commencé à avoir des résultats, j'ai commencé à mieux manger aussi en parallèle, parce qu'il faut dire que l'alimentation, c'était un peu comme le sport, hein, rien n'allait de ce côté-là non plus. Et du coup, le fait de vraiment m'instaurer une discipline, de faire mes séances régulièrement, j'en faisais 3-4 fois par semaine à ce moment-là, de voir les premiers résultats, ça m'a vraiment motivée. J'ai commencé à sentir que dans la tête, ça commençait à aller un petit peu mieux. Et là, je me suis dit, j'ai envie de tenter la course. J'avais peur de courir devant tout le monde, mais j'avais envie de tenter. Donc là, à ce moment-là, on est début 2017, il n'y a pas de coach, il n'y a pas de programme d'entraînement, il y a juste une envie. C'est ça. Et des premières endorphines qui arrivent, on va dire, et qui commencent à créer une sensation de bien-être à chaque fois que tu fais ta séance. C'est ça. Puis j'étais fière de moi de réussir à faire quelque chose régulièrement, parce que j'avoue que moi-même, au début, je m'étais dit j'espère que je vais pas lâcher au bout de 3 semaines, comme toutes les bonnes résolutions. De début d'année. Le nombre de fois où on prend des bonnes résolutions, et bon, on les connaît. Et là, j'étais fière de moi d'avoir réussi à tenir un certain rythme. Et jusqu'au jour où je me suis dit, allez, je vais tenter de courir pour la première fois. Alors, j'ai quand même attendu de rentrer un week-end dans le Beaujolais. C'était chez les parents de mon ex à l'époque, donc vraiment dans la campagne, où je me suis dit, personne ne me verra. Parce qu'à Lyon, à Lyon, vraiment, je n'osais pas encore. Et je me suis dit, allez, dans la campagne, il n'y aura personne, ils ne vont pas me voir, je vais tenter. Et donc, tu commences par courir, c'est quoi? C'est 1 km, c'est 10 km, c'est 20 km, c'est 5 km, c'est quoi quand on commence à courir et qu'on n'a jamais fait de sport? Alors, c'était 2,36, si je ne dis pas de bêtises, sachant que c'était vraiment que de la descente, parce que je suis partie, c'était dans la campagne, donc j'ai fait mes 2,36 km de descente. Je suis arrivée en bas de la descente, j'étais au bout de ma vie. Vraiment, j'ai cru que j'allais mourir. J'étais à 7,5 d'allure, alors que c'était la descente. Vraiment, c'était descente sur plat. C'était très lent pour ce que c'était. Et j'ai cru que j'allais mourir. Je sentais mon corps, j'étais rouge tomate, je transpirais tout ce que je pouvais. Je sentais mon cœur qui allait sortir de ma poitrine. Et je me suis dit, mais comment font les gens qui courent? Je comprends pas comment ils peuvent survivre. Et donc, derrière, tu répètes tes entraînements. Et quels ont été les défis auxquels tu as été confronté justement pour mettre en place des entraînements réguliers, une structure beaucoup plus régulière? On va arriver ensuite sur la Saint-Élion que tu as réalisée, on en parlera avec quelques chiffres à l'appui.
Mais quel a été le parcours? Ça veut dire que tu continues à t'entraîner, ça te convient, ça te plaît, tu vois l'impact que ça a sur ton corps et sur ton mental. Et puis derrière, il y a quoi? Il y a un club qui... Tu vas sur un club, comment ça se passe? Un groupe, peut-être une communauté avec laquelle tu cours et qui t'entraîne? Alors moi, je suis quelqu'un de très solitaire au niveau des... Alors, j'aime bien courir de temps en temps avec d'autres personnes. Ça m'est arrivé de courir avec des copines. D'ailleurs, j'avais une copine à l'époque qui m'avait emmenée à une séance de courir à Lyon. Et c'était assez sympa de courir en groupe, mais j'ai quand même un petit côté solitaire où j'aime bien me retrouver seule pour mes séances. Et j'ai continué à m'entraîner, à sortir courir. Du coup, j'ai commencé à courir dans les rues de Lyon. Ça y est, je me suis confrontée au regard des gens. J'ai réalisé avec le temps d'ailleurs que les gens n'en avaient absolument rien à faire que je cours dans les rues de Lyon. Donc c'était une crainte qui s'est rapidement envolée. Et j'avais un petit parc pas très loin de chez moi où je faisais des boucles. Je tournais. Et puis chaque fois, je me disais, allez, je vais essayer de faire 1 kilomètre de plus. Jusqu'au jour où j'ai fait mon premier 10 kilomètres. Et j'étais tellement fière. J'étais tellement épuisée aussi. Je me rappelle, juste après, j'ai passé 3 heures sur mon canapé en PLS. C'était mon premier 10 kilomètres. Et j'étais tellement fière, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de continuer à ressentir cette fierté qu'on ressent quand on fait quelque chose dont on ne se pensait absolument pas capable, parce que quelques mois auparavant, c'était la souffrance sur à peine 2 kilomètres, quoi. Donc... Et à quel moment, là on va peut-être, Charlène, peut-être accélérer un tout petit peu, mais à quel moment, tu nous as expliqué ton parcours, avant 2017, tu étais plus adepte de la dispense au niveau du sport. En 2017, tu te fais le pari à toi-même que tu vas faire du sport. Ce que tu fais, tu commences à créer une sorte de routine et tu en vois les bienfaits sur ton, comme je l'ai dit, sur ton physique, sur le mental. Là, on est en début 2017, et qu'est-ce qui t'amène moins de 2 ans plus tard, à être au départ de la Saint-Élion. La Saint-Élion, c'est quand même une référence aujourd'hui dans le trail, dans l'ultra-trail, avec des milliers de personnes au départ. C'était quoi? C'était un pari supplémentaire, un défi supplémentaire? Alors, C'était un pari perdu, peut-être? Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, je me suis inscrite sur le format de la synthétique avec une copine, et on était dans le bus, et elle me dit « Vas-y, Charlène, dans 2 ans, on fait la grande, nous aussi ». Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, bon, je peux lui dire oui maintenant, il n'y a pas de souci, elle aura oublié, c'est pas très grave. Donc, c'est pas un vrai engagement. Et en fait, il s'est avéré que l'année suivante, j'ai fait mon premier marathon. Et on a toujours, enfin, moi, en tout cas, j'ai eu ce petit syndrome de, bon, j'ai fait mon semi, mais après, j'ai fait le marathon. On a un petit truc dans la tête qui se dit, qu'est-ce que ça va être après? Et j'ai repensé à ce qu'on s'était dit avec cette fameuse copine. Et je me suis dit, en fait, allez, go la Saint-Élion. Alors déjà, avant de qu'est-ce qu'on se dit, ou qu'est-ce qu'on dit à sa copine, c'est qu'est-ce qu'on se dit à soi-même quand en 2017, on fait 2 km 36 en descente et on est au bout de sa vie, comme tu l'as dit, avec le cœur qui explose. Qu'est-ce qu'on se dit à soi-même quand, moins de 2 ans plus tard, donc 1 an plus tard et quelques mois probablement, on fait un marathon. Enfin, un marathon, c'est quand même voilà, 42 km en courant. Qu'est-ce qu'on se dit déjà? On est fier de soi. Ah oui, on est tellement fiers de soi, et moi je sens que ça m'a changé profondément de connaître cette fierté que je ressentais pas. On n'a pas souvent l'occasion d'être fier de soi en fait dans la vie. Il y avait quand même, dans ce que tu décris ton parcours au préalable, avant 2017, il y avait quand même un petit souci de confiance en soi, de ce que tu décris, de regard des autres. Donc là, ça veut dire que c'est une autre Charlène en 2019, tu te découvres à toi-même. C'est ça, mais je l'ai senti, ça s'est ressenti dans énormément de domaines de ma vie, que ce soit personnel, professionnel, etc. Le sport et notamment le running m'a permis de prendre confiance en moi. J'ai vraiment réalisé grâce à ça, grâce aux lignes d'arrivée, qu'en fait j'étais capable de faire des choses dont je me pensais mais totalement incapable, que je pensais accessible que pour les autres ou que pour ceux qui étaient plus forts que moi. Et quand on réalise qu'en fait on peut, quand on se donne les moyens, on est capable, ça change tout en fait, ça change une personne. Alors quels ont été les premiers effets sur ta personnalité? Le fait de faire du sport comme ça en 2017, 2018, 2019, la Saint-Élion que tu vas refaire dans les années à venir. Si tu pouvais donner comme ça vraiment des changements que tu as, des changements ou des traits de caractère que tu as sentis en toi. Déjà, je me suis beaucoup plus ouverte aux autres. J'ai eu l'impression en tout cas de beaucoup plus m'ouvrir, vu que j'ai pris confiance en moi, de réussir à aller davantage vers les autres. Faut dire qu'avant, j'étais quelqu'un de très timide. Les gens le ressentaient pas forcément, mais intérieurement, moi, je le ressentais. J'étais quelqu'un de très timide et des fois, juste aller parler à des gens, ça pouvait me donner mal au ventre, quoi.
Oui, c'est l'angoisse, hein, le stress de l'image aussi. Hein. Est-ce qu'on va bien parler, est-ce qu'on va bien s'exprimer? Ça peut être totalement compréhensible. Puis quand on n'est pas à l'aise dans son corps, on n'est pas forcément à l'aise à aller se montrer aux gens. Donc là, je reprends le plan sportif, tu sors d'un marathon, tu te remémores le pari, en tout cas la phrase que vous vous étiez dite avec ton ami, et si on faisait la grande, ce que tu vas faire donc en 2019. Et là, est-ce qu'à ce moment-là également, Charlène, ton entraînement est structuré avec un coach ou toujours pas? Pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, surtout que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé à avoir très rapidement des douleurs dans les jambes et qui allaient même au fur et à mesure du temps, qui se sont empirées jusqu'à aller à des paralysies qui m'ont empêché de courir autant que je le voulais. En quelle année ça? En fait, ça a commencé direct en 2017, mais ça a été assez progressif. En 2017, on va dire que c'était une douleur, une brûlure. Tout le monde m'expliquait que c'est normal, tu commences le sport, tes muscles n'ont pas l'habitude, etc. On m'a diagnostiqué des périostites, bref, c'est du coup, entre guillemets, tout le monde me disait que c'était plus ou moins normal. Mais toi, tu ressentais qu'il y avait un truc qui était pas normal. Je savais qu'il y avait un truc. 2018, ça s'empire un peu. Là, je commence à me dire, périostite, vous êtes mignon, mais on est censé l'avoir soigné. En plus, j'avais vu un podologue et aussi mon kiné à l'époque qui m'avait dit, mais Charlène, ce que tu me dis, ça ressemble plus à un syndrome d'éloge qu'à une périostite. C'était quoi les symptômes? C'était ce qu'on peut assimiler parfois quand on fait un effort intense à de l'acide lactique, tu sais, où on sent les muscles qui se tétanisent, mais c'est une durée très très courte. Toi, comment, je sais pas, c'est difficile à l'exprimer peut-être, mais comment tu pourrais nous l'exprimer, cette douleur? Alors du coup, quand j'étais au plus haut du syndrome, ça se répercutait par une sensation de brûlure, mais vraiment très très forte sur l'extérieur du mollet, jusqu'à ce que ça me paralyse. En fait, je ne pouvais plus relever le pied. C'était, je perdais les sensations dans ma jambe et je ne pouvais plus relever le pied. Ça s'appelle le long fibulaire latéral. Ah, le long fibulaire latéral. C'est le muscle extérieur, effectivement, au mollet. Voilà. Et donc une paralysie. Et ça me bloquait jusqu'à ce que, là où j'ai vraiment décidé de changer de médecin et de faire tout ce qu'il fallait pour, en me disant là c'est vraiment plus possible, c'était sur le Lutte by Night 2021. Où là je pars et je fais 500 mètres et je paralyse et je me dis, et je suis obligée de m'arrêter, vraiment je suis obligée d'arracher mon dossard, là je pars hyper énervée et je me dis mais c'est pas possible, j'ai un problème, c'est pas normal de ressentir ça. Donc là ça veut dire que toute l'année tu l'as fait avec je sais pas si on peut dire ce handicap, mais en tout cas un vrai frein dans ta discipline, un frein dans ton plaisir, et quand le diagnostic tombe, alors ça confirme ce qu'avait pressenti un médecin. Et quelle va être la solution pour que tu retrouves cette liberté de courir et que tu retrouves tes jambes, en fait? Alors moi, ce qu'il faut savoir en plus, c'est que depuis le début, j'étais certaine d'avoir un syndrome d'éloge, sauf que mon médecin de l'époque ne voulait pas faire le seul examen qui permettait de vérifier ça. Donc j'avais une certaine frustration en plus. Et jusqu'à ce fameux jour, du coup, où j'ai décidé de changer de médecin et de faire les examens et que le diagnostic tombe enfin. Et du coup, la seule solution, c'est clairement l'opération. Alors déjà, si tu peux nous positionner, nous expliquer ce qu'est le syndrome d'éloge. Alors le syndrome d'éloge, en fait, c'est simple. On a nos muscles qui sont rangés dans des enveloppes qui s'appellent les aponevroses, et ces enveloppes ne sont pas extensibles alors que le muscle, lui, va gonfler à l'effort. Du coup, si l'enveloppe est trop petite et que le muscle gonfle trop, il y a un problème de place. Le muscle, il rentre plus du tout dans son enveloppe et ça va venir contracter. Comprimer le muscle et le sang ne va plus circuler et du coup, ça ne fonctionne plus. Donc, c'est ce qui fait la paralysie. Exactement, le sang s'arrête de circuler et ça peut être dangereux à force. Et tu peux l'avoir, est-ce que tu peux avoir ces symptômes dans différents muscles du corps? On peut l'avoir aussi des avant-bras. Moi, c'est pas du tout mon cas, je l'ai eu que sur les membres inférieurs, mais il y a beaucoup de personnes qui font du vélo, du VTT ou de la moto qui l'ont dans les avant-bras. Sur les avant-bras, ouais. Et quelle est la solution? Alors, comment est-ce qu'on se soigne? Est-ce que déjà, est-ce que ça se soigne? Si oui, comment? Alors là où j'étais soulagée, c'est qu'effectivement, ça se soigne très bien. Alors par contre, c'est par voie chirurgicale, obligatoirement. Il y a 2 opérations qui sont possibles. Il y en a une où juste on ouvre un petit peu l'aponévrose pour laisser un petit peu plus de place aux muscles. Mais il y a une possibilité de récidive. Et moi, ça, je me suis dit, quitte à passer sur le billard, j'ai pas du tout envie qu'il y ait de récidive. Donc j'ai choisi l'opération qui est un peu plus lourde, où on enlève carrément une partie de l'aponévrose. Et du coup, moi, je me suis fait opérer
En avril 2022. Donc il se passe quoi entre... Alors là, c'est pareil, on a accéléré un petit peu, c'est-à-dire qu'on était dans le fait que tu fasses la Saint-Élion en 2019, et puis on a accéléré en 2022. Ça m'a généré plein de questions. Donc on va revenir un tout petit peu en arrière. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que tu recours, puisque derrière, tu t'es fait opérer, mais tu as refait la Saint-Élion. Voilà, donc ça, c'est la bonne nouvelle et c'est la belle vengeance. Ouais, on va en parler de toutes ces émotions que ça t'a générées. Mais surtout, en 2019, donc tu fais ton marathon. Au final, tu penses à ta copine qui te dit « Et si on faisait la grande ?» sur la Saint-Élion. Tu es au départ de la Saint-Élion. Il se passe quoi? Est-ce que tu termines? Est-ce que tu abandonnes de fait de ce syndrome? Et puis ensuite, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est 2020-2021, ce qui t'amène à l'opération, c'est qu'un enchaînement de blessures, de galères. Oui. Alors moi, du coup, la Saint-Élion, en 2019, je l'ai terminée, étonnamment, malgré deux jambes manquantes. Mais, donc tu finis en galérant je vraiment? crois en 15h... En marchant? 15h14, ouais, j'ai énormément marché. Alors, l'avantage de par la douleur? De par la Et par douleur la et de fatigue, par le manque d'entraînement dû à la douleur. En fait, la douleur m'a toujours empêché de courir autant que je voulais, donc forcément, je manquais d'entraînement. Très clairement, c'est pas du tout un exemple à reproduire, mais j'ai été sur la Saint-Élion et je l'ai terminé en faisant 60 km de run par mois. C'est vraiment très très peu. Mais les barrières horaires sont très larges sur cette course et du coup, ça m'a permis de faire une grande partie en marchant. Ouais, donc c'est une belle prise d'expérience en même temps. Quand tu découvres, il ne faut pas oublier d'où tu venais oui, c'est ça. moins de 2 ans plus tôt, donc ça c'est beau. Même de la faire 3/4 en marchant, c'était déjà incroyable pour moi. Et il se passe quoi entre... donc là j'ose imaginer la fierté, la confiance que ça a dû te donner en toi, et puis derrière... Est-ce qu'on peut dire que les années 2020-2021 sont des années un peu galères avec ces blessures, ou est-ce que tu réussis malgré tout à gérer ces symptômes, à gérer tes blessures et à pratiquer quand même? Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en 2020, on a eu la joie d'avoir le Covid, voilà. Et moi, j'ai fait partie des gens qui sont gentiment restés chez eux, à ne pas courir, à bien écouter les règles. Donc là, ça a été fatal pour l'entraînement. J'ai pas couru pendant plusieurs mois. Au moment où j'ai repris, c'était vraiment... j'ai galéré, les douleurs sont revenues, le manque d'entraînement s'est fait largement ressentir. Et à partir de ce moment-là, je pense que c'est à partir de là que les douleurs sont vraiment devenues plus gérables. Ça m'a handicapée sur pas mal de courses. Et est-ce qu'à ce moment-là, Charlène, tu fais d'autres sports, ou c'est vraiment la course à pied, le running, le trail qui sont vraiment ton sport dans lequel tu t'épanouis, ou est-ce que tu fais d'autres sports? Alors j'ai fait du crossfit, j'ai fait énormément de crossfit à l'époque parce que la personne que je fréquentais à l'époque était coach de crossfit et du coup j'avais accès facilement à une salle et j'adorais ça. Et je pense que ça. Ouais, j'adorais, c'était vraiment un sport que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien reprendre d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est très onéreux. Mais je pense que ça m'a aidé à me préparer pour mes courses. Ça a comblé un petit peu... Au niveau de la puissance, de la récup, parce qu'il y a énormément de cardio dans le crossfit. Moi, j'ai eu la chance d'en faire 2 ans quand j'étais de passage sur Paris. Et moi, je fais du cyclisme. Très clairement, j'ai gagné des watts, j'ai gagné en gainage, j'ai gagné en bien-être. Quand tu fais du crossfit, c'est un mindset, donc tu fais attention à ton alimentation. Pour le coup, j'avais vraiment adoré cette période de crossfit. Et si un jour, et je te rejoins, si j'ai l'occasion ou la chance de pouvoir reprendre, c'est des bons moments. Ouais, c'est vrai que c'est un sport qui est hyper complet. Et en plus, pour le coup, celui-là, il se fait collectivement. Donc, c'est aussi, on est entraîné par l'ambiance collective et on se dépasse finalement à chaque séance. En fait. Très clairement, très clairement. Et alors, je sais, parce que j'ai lu différentes de tes interviews également, que tu travailles avec un coach depuis. À quel moment l'idée ou les conseils t'ont été donnés de t'encadrer et de prendre un coach? Est-ce que toi, tu t'es dit, moi, je veux progresser, je veux peut-être aussi rattraper le temps perdu de par cette blessure, je vais structurer ma discipline pour me faire plaisir et aller peut-être, pas forcément dans la performance, mais en tout cas dans le bien-être et optimiser un petit peu ma démarche, ma progression? En fait, du coup, après l'opération, j'avais envie de progresser parce que je sentais que là, je retrouvais mes jambes. En fait, je découvrais mes jambes parce que j'avais jamais eu d'aussi bonne sensation en courant. Ça doit être fou comme sensation. Ah, c'est incroyable En fait, j'avais des douleurs que je me rendais même pas compte que j'avais. Je pensais tellement que c'était normal de ressentir ça parce que je l'ai toujours ressenti que quand je ne les ai plus ressentis, j'étais perdue. Je me suis dit, mais c'est vraiment incroyable. Alors, j'aimais déjà courir en souffrant. Mais alors, courir sans les souffrances, c'était vraiment incroyable. Parce qu'il n'y a plus du tout de... Tu n'avais plus de repères dans ton effort, quelque part.
C'est ça. Je pensais pas que ça allait à ce point me permettre de redécouvrir mon corps, de redécouvrir mes jambes et d'avoir de nouvelles sensations aussi, C'est aussi probablement incroyables. comme les personnes qui souffrent de troubles auditifs, quand tu les appareils, de entendre des sons. Les personnes qui ont des problèmes également de vue, d'avoir des lunettes, parfois, moi j'ai connu ces personnes-là. Le fait de voir des choses, des couleurs, ou ne serait-ce que de voir des choses qu'ils n'avaient jamais vues, ça doit être probablement perturbant. Est-ce que ça veut dire que derrière, tu t'es mis à courir comme une dingue et tu as battu tous tes temps du fait que tes jambes étaient totalement libres? Comment tu peux nous le partager, ça? Ah bah oui, clairement, là, j'ai vachement augmenté mon volume. Alors la vitesse, oui, si par rapport à avant l'opération un petit peu, mais du coup, voilà, j'ai senti que je pouvais vraiment courir et j'avais commencé le coaching via une application, c'était Run Motion Coach à l'époque. Oui, exact, qui a été ouais. partenaire d'ailleurs quelques mois d'Ultra Talk, il y a 4-5 ans, effectivement. Ah ouais. Ouais, bah, j'avais commencé le coaching avec ça. Et alors, c'est super, hein, parce que c'est quand même un prix réduit. Enfin, il y a vraiment... Ouais, c'est une plateforme très intuitive avec de l'intelligence artificielle. Très, très c'est bien ça, fait. c'est vraiment top. Jusqu'au moment où, en fait, je me suis rendu compte que c'était bien, mais la plateforme ne me limitait pas. Enfin, il y avait personne pour me dire, non, mais là, t'en fais un petit peu trop. Là, tu devrais peut-être pas aller courir ce jour-là. Enfin, il y avait personne pour m'engueuler, en fait. Et le fait de vraiment retrouver de bonnes sensations et de découvrir, d'avoir le champ des possibles avec mes nouvelles jambes, j'ai eu cette tendance à en faire trop, jusqu'à ce que je me blesse, parce que j'ai augmenté beaucoup trop rapidement mon volume d'entraînement. C'est ce que je disais, je courais peut-être 60 km par mois et je suis passée à 250 en très peu de temps. Donc la progressivité, je connaissais pas vraiment. Et j'avais en fait mon meilleur ami qui se lançait aussi dans le coaching. Et je me suis dit, mais c'est l'occasion parfaite parce que lui, je sais qu'il me connaît par cœur, je sais qu'il saura me dire stop, là, arrête, t'es en train de faire de la merde. Et je me suis dit, bah allez, feu, je pars avec lui. Et comment tu as géré ça émotionnellement? Le fait, comme on l'a dit, de nouvelles jambes, où là tu t'es mis à courir. Je visualise le fait que tu cours très très vite, tu sais. Parce que comme si tu étais freiné par un élastique avant, et là d'un seul coup, Charlène, elle court à une vitesse folle. Alors, je suis pas si rapide, hein, attention, moi je suis partie de la team tortue. et émotionnellement et mentalement, comment est-ce que tu l'as géré pour revenir dans des choses un peu plus cadrées, comme tu l'as dit, encadrées en tout cas, par un coach? Bah, le fait déjà de me blesser suite à mon surplus d'engouement, ça m'a un petit peu ramené sur terre en mode ok, il faut quand même que je fasse attention. Certes, j'ai des nouvelles jambes, mais il faut un peu se calmer parce que sinon elles vont pas durer longtemps. Du coup, mon coach, il s'appelle Romain. Il me connaît très bien, il m'a bien canalisé et m'a bien fait comprendre que si je voulais durer sur la durée, il fallait peut-être que je fasse un petit peu attention à moi aussi. Et le fait d'avoir de nouvelles jambes comme ça, Charlène, est-ce que, comme j'insiste un peu là-dessus, mais est-ce que tu l'as vécu comme une seconde chance, comme le fait d'avoir une maladie, d'avoir été soigné et désormais d'avoir cette liberté de pouvoir courir? Je ne parle pas de vengeance ou quoi que ce soit, mais le fait de se dire, voilà, j'ai une deuxième chance de pouvoir courir librement, ou pas du tout. Tu t'es dit, voilà, j'ai eu cette maladie, elle a été soignée, maintenant c'est derrière moi et je regarde devant. Moi, je le voyais, j'étais... Alors, ça paraît un peu bizarre, mais quand on m'a diagnostiqué du syndrome des loges, il y a plein de gens qui m'ont dit oh ma pauvre et tout. Mais moi, j'étais tellement contente parce que je savais. Mis un diagnostic et je savais que ça se soignait. Et je me suis dit mais c'est bon, en fait, je vais pouvoir être soignée. Et je suis hyper contente d'avoir eu ça dans le sens où ça aurait pu être tellement plus grave, ça aurait pu être quelque chose qui ne se soigne pas. Et finalement, moi, je le voyais vraiment comme une chance parce que je me suis dit en fait, on m'offre la chance d'avoir ce que je veux. Tout le monde n'a pas cette chance. Il y en a qui ont des choses beaucoup plus graves, qui ne se soignent pas et qui les handicapera toute leur vie. Alors que moi, j'ai la chance qu'on me rende mes jambes, en fait. Donc, ouais, c'est une bonne... je trouve ça, voilà, je voulais m'arrêter sur ce sujet-là et de voir, toi, comment tu l'avais perçu. Et puis c'est pareil, donc là, on va reprendre un petit peu le fil de notre conversation. 2022, donc tu te fais opérer, mais malgré tout, tu es au départ de la Saint-Élion, qui, comme tu l'as dit il y a quelques minutes, nécessite une préparation, une approche particulière. Donc là, comment tu as abordé, alors quand on est lyonnais, et tu es lyonnaise, c'est vrai que la Saint-Élion, c'est un monument. Quand tu aimes le trail running, la Saint-Élion, c'est le Graal. Tu as participé à cette épreuve un petit peu en inscrit de dernière minute, juste pour
te venger des années où tu pouvais pas, ou est-ce que c'était pour toi le début d'une nouvelle Charlène dans ses baskets et avec ses nouvelles jambes? Comment tu as vécu cette Saint-Élion 2022? Ah, c'est vrai que la Saint-Élion 2022, beaucoup de gens me disaient « Charlène, c'est un peu prématuré, tu t'es fait opérer en début d'année, tu commences l'entraînement un peu tardivement, fais gaffe à toi. » Mais en fait, moi, j'avais tellement envie de la faire, cette course. En 2020, il y a eu le Covid, ça a été annulé. J'étais censée être dessus, ça a été annulé. En 2021, je travaillais à l'époque pour une marque qui était fournisseur officiel, partenaire de la Saint-Élion, donc j'avais dû travailler ce week-end-là et j'avais sacrifié ma course pour travailler. Et là, je me suis dit 2022, en fait, il n'y a pas moyen. Moi, ça fait 3 ans là que j'attends de faire ma course, donc remis ou pas remis, je m'en fiche, moi j'y vais. Mais ouais, je voulais absolument y aller. Donc, ça veut dire que tu t'es organisé, t'as probablement chamboulé un petit peu ton agenda professionnel, personnel, pour pouvoir caler des entraînements. Et puis, qu'est-ce que tu t'es dit au moment du départ quelles ont été les émotions qui t'ont traversé? Quand tu nous as expliqué un petit peu ton parcours, on a bien compris d'où tu venais. Et qu'est-ce qu'on se dit quand on traverse ces moments-là? C'est vrai qu'au moment du départ, c'est toujours la petite émotion, presque la petite larme à l'œil, en fait, en se disant purée, j'avais vraiment envie d'être là. Qu'est-ce que je suis chanceuse d'être là. Et c'est vrai que oui, par contre, ça nécessite beaucoup d'adaptation pour caler toutes les séances. À l'époque, je travaillais en restauration, donc j'avais la chance d'avoir mes matinées où je calais tous mes entraînements le matin. Alors, tu avais la chance d'avoir tes matinées, mais en restauration, ça veut dire oui, qu'il y a aussi de la fatigue, probablement le soir. Ah oui, non, par contre, alors oui, ça, j'ai quitté le monde de la restauration, c'était une brève parenthèse de ma vie, je n'y retournerai pas. Surtout que je faisais énormément d'heures à l'époque, mais oui, beaucoup de fatigue, mais du coup je calais mes entraînements le matin et j'avais ma petite routine, en fait, je faisais toujours les mêmes horaires. Le matin je me levais, je faisais mon entraînement, ensuite je partais au boulot, je me couchais un petit peu tard, mais bon, ça va, je commençais à midi le lendemain, donc... Ouais, donc ça aussi, ça rassure parfois une routine, le fait d'avoir une routine quand on veut préparer un objectif, on sait que dans ce cadre-là, si on respecte, logiquement, on sera prêt pour l'événement. C'est ça, puis on prépare un petit peu nos proches aussi à leur dire bon alors, le dimanche c'est sortie longue, donc vous me comptez pas pour des trucs importants. S'il y a un truc à faire dimanche, je suis pas dispo. Ils prennent l'habitude. Et puis on a bien compris qu'en début d'année, tu avais entendu énormément les freins de ton entourage, qui étaient leur peur à eux, leurs craintes. Est-ce que tu termines cette édition en 2022 dans quel état? Parce que tu nous as expliqué dans quel état tu avais terminé la première. Dans quel état tu termines la seconde, après avoir traversé ce que tu as traversé, une opération au début d'année, de nouvelles jambes, des blessures malgré le fait que tu aies des nouvelles jambes et justement tu te laisses emporter par l'enthousiasme. Comment s'est déroulée cette deuxième Saint-Élion en 2022? Alors cette deuxième Saint-Élion, elle n'a rien à voir avec la première, elle est incroyable. D'ailleurs, je gagne... plus de 3 heures, je crois. Enfin, j'avais fait 15 heures et quelques sur la première. Là, je crois que j'ai fini en 12h42, ce qui pour moi était bien au-delà de mes espérances parce que je visais un 14 heures. Je visais 14 heures et en fait, je me suis sentie incroyablement bien. Il y a des nouvelles jambes. Ouais, il y a des nouvelles jambes et vraiment, ça change tout. Des nouvelles Charlène, il y a eu entre aussi 2019 et 2022. Ouais. Oui, et puis il y a eu une prépa. C'est la première fois que je suivais une vraie prépa de toutes mes courses. J'avais jamais fait de prépa. Moi, j'étais au feeling. Voilà. Là, j'avais suivi une vraie prépa avec Run Motion Coach. J'avais fait toutes mes séances comme il fallait. Vraiment, je ne dérogeais à rien. Je faisais toutes mes séances. Si j'ai sauté une séance, c'est peut-être le bout du monde. Et il n'y a pas à dire, la différence était là. J'étais hyper contente d'être là. Je voyais au fur et à mesure que... Alors, j'avais fait un petit peu mes petits temps prévisionnels dans ma tête, mais sur objectif... 14 heures, c'était mon objectif réaliste. 13 heures, c'était mon objectif de rêve où je me disais, mais jamais je les atteins. Mais bon, on sait jamais. Je me dis, 13 heures, why not? Et là, je fais 12h42. J'arrive à Lyon juste avant le pont, là, en haut des marches. Et j'aperçois le musée en contrebas. Et alors là, là, il y a toutes les émotions, toutes les larmes qui arrivent. Je vois l'heure, je vois que je suis super en avance sur mon temps. Je me dis, mais c'est incroyable ce qui vient de se passer. Et j'étais encore... alors, j'étais fatiguée, j'étais épuisée de ma nuit, mais je me sentais encore bien. Enfin, je pense que j'étais tellement dans l'euphorie. Et quels sont les messages qui t'ont traversé l'esprit dans cette aventure-là comparativement à 2019? Ah, je me disais quand même que j'avais de la chance d'être là, de pouvoir profiter de cette aventure avec mes 2 jambes, de pouvoir courir au maximum, sur le maximum de portions. Enfin,
Je sais pas, à ce moment-là, ouais, je suis hyper contente. En plus, je m'étais fait la promesse, avant de me faire opérer, même avant d'avoir mon diagnostic, je m'étais fait la promesse en me disant que je ferais tout pour offrir à mes jambes de l'ultra. Je voulais absolument aller sur l'ultra et je m'étais dit, je me promets de tout faire pour y aller. Quoi qu'il faille faire, même si je dois me faire opérer, enfin quoi que ce soit, C'est intéressant ce que tu dis parce que dans ton parcours et dans ton profil, on sent qu'en 2017, il y avait quand même un énorme manque de confiance en soi, le regard des autres, le fait de ne pas faire de sport, de ne pas oser, de ne pas savoir comment. Et on se rend compte qu'en fait, tu t'es fait entre Noël et le jour de l'an et cette fameuse insomnie. Je ne sais pas, il y a des gens qui nous écoutent. Moi, je sais qu'en face d'insomnie, j'en fais beaucoup. Je fais d'autres choses que de me faire des paris, de me dire, je vais aller courir, je vais faire du sport, voilà. Mais donc là, il faut de la force de caractère, de se dire, voilà, j'ai jamais fait de sport, mais je vais en faire en fait. Dans quelques jours, on change d'année, et ben, je vais faire du sport. Donc là, il faut une énorme force de caractère, de le maintenir, de le tenir. Enfin, je pense que les gens qui nous écoutent comprennent ce que je veux dire. Et puis là, tu te refixes un objectif et tu t'y tiens, parce qu'on va continuer notre fil conducteur et on va aller encore sur du très très long. Et tu t'engages à nouveau envers toi-même. Donc ça veut dire que c'est, je sais pas si on peut dire paradoxal, mais il y a d'un côté Charlène qui est timide, tu l'as dit, qui se fait peu confiance, qui n'a jamais fait de sport, et à côté de ça, il y a Charlène qui se fixe des objectifs qui la sortent très clairement de sa zone de confort et qui s'y tient. Donc je voulais juste prendre quelques minutes sur ça, parce que c'est pas paradoxal, mais c'est vraiment, il y a deux Charlène quelque part. Il y a deux Charlène. Et celle qui est la plus impressionnante, très clairement, c'est celle qui se fixe des... Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que tu as fait, ne serait-ce qu'en 2017. Alors, bien évidemment, de Saint-Élion, loin de moi l'idée de m'aventurer dans ces défis-là. Mais pour moi, ce qui est beau, c'est de dire en 2016, à quelques jours de 2017, voilà, je vais changer de vie. Et quand on dit changer de vie, c'est pas partir vivre à l'autre bout du monde. Hein. C'est la preuve. Toi, tu as changé de vie en restant chez toi, mais en changeant tout ce qu'il y avait autour. Et ça, bravo. Donc 2022, je reprends mon fil. Tu termines à nouveau en battant ton record, en étant aux attentes de ce que tu t'étais fixé. Alors, il se passe quoi depuis ? Déjà, qu'est-ce qui s'est passé les jours d'après ? C'est-à-dire, quand on entend ton parcours avant 2017, 2022, la Saint-Élion 2022, derrière, comment tu décompresses ? Est-ce qu'il y a un vide derrière, le vide intersidéral de l'après-aventure qui apporte tout un flot d'émotions ? Alors après la Saint-Élion 2022, j'ai pas ressenti de vide parce que j'étais déjà remplie de l'objectif que je voulais après, parce que je savais que c'était un tremplin. Moi, ce que je voulais vraiment faire, c'était la Lyon-Saint-Élion. Et du coup, à partir du moment où j'ai fini cette Saint-Élion, je me suis dit, ok, c'est maintenant que le vrai chemin commence et c'est maintenant qu'on rentre vraiment dans le jeu. C'est maintenant que ça commence. Donc, on a une pensée pour Casquette Verte, qui est triple vainqueur de cet événement, et que j'ai eu la chance de recevoir sur le podcast Ultra Talk. Et alors, tu vas la cocher, tu l'as préparée, tu as déjà été au départ de cette épreuve 2023? J'avais jamais fait avant 2023 la Lyon-Saint-Élion. Du coup, c'était ma première en 2023. J'y pensais depuis des années, intérieurement dans ma tête, j'y pensais. Mais bon, les problèmes de jambes faisant, je sais que c'était pas forcément le bon moment. Voilà, il fallait se laisser un peu le temps de guérir, mais j'en ai toujours rêvé. Alors, les premiers temps, j'en rêvais en me disant, c'est impossible. Je me disais, les gens qui vont là-bas sont des grands malades. Il y a un truc qui va pas dans leur tête. Je ne vois pas comment le corps humain peut faire ça. Et en fait, au fur et à mesure des années, je me suis dit, mais en fait, si les autres peuvent le faire, pourquoi pas moi ? Pour expliquer également le principe de la Lyon-Saint-Élion, je pense que vous l'avez compris, c'est qu'il y a la Saint-Élion qui existe, qui est 77 km, où tu cours à travers les montagnes, les monts du Lyonnais, qui t'amènent jusqu'à Lyon, entre Saint-Étienne et Lyon. Mais la Lyon-Saint-Élion, c'est un départ qui est donné le samedi matin, je crois, le vendredi soir, le samedi matin très tôt. Assez tard, ouais. Et donc, en fait, l'objectif, c'est d'arriver à Saint-Étienne avant le départ de la Saint-Élion pour reprendre le flot des participants et se retrouver à nouveau entraînés par les autres participants et donc faire cette Lyon-Saint-Élion. Et comment ça s'est passé pour toi ? C'était incroyable. J'en ai des frissons rien que d'y repenser. Mais rien que de partir, alors c'est fou, mais rien que de partir avec un dossard jaune,
Ça change tout. Déjà, on part de Lyon, c'est hyper bonne ambiance. Je pars avec des copains un mois. Est-ce que c'est une autre ambiance que la Saint-Élion? C'est une autre ambiance, ouais. C'est beaucoup plus familial. On est beaucoup moins nombreux. On est tous un peu dans le même mood, dans la même galère. Ouais. Il y a pas du tout. C'est plus l'aventure personnelle, le défi face à soi-même, plutôt que l'esprit peut-être compétition, ce qui est tout à fait normal. Il n'y a pas du tout de compétition. L'allée n'est pas chronométrée, enfin ne compte pas du tout pour le classement, donc tout le monde, entre guillemets, s'en fiche. Il n'y a vraiment aucune compétition. Tout le monde est justement dans le partage. On se raconte, vu qu'on va pas très vite, enfin le but c'est quand même de s'économiser pour pas être épuisé au moment de repartir au retour. Donc on va assez doucement. On a le temps de se raconter un petit peu nos vies. On fait des rencontres. Et on est vraiment tous... je pense que de toute façon, pour faire la Lyon-Saint-Élion, on est obligé d'être passionné parce qu'on va pas sur ces distances quand on l'est pas. Donc c'est vraiment un rendez-vous avec tous les passionnés. Et déjà, l'aller, c'est déjà quelque chose d'incroyable. En plus, on a eu de la chance d'avoir un temps qui était vraiment pas trop dégueu pour une Saint-Élion. On a eu de la neige... en haut sur les sommets, et c'était magnifique. On était comme des enfants, j'étais avec des copains, on était tous en train de filmer en mode c'est trop beau, vraiment c'est trop bien ce qu'on est en train de vivre. Bon, par contre, on commence à se douter que la neige allait se transformer en verglas pour la nuit, et là on commence à se dire oulala, mais on va pas y penser maintenant. mais ouais, déjà l'allée superbe. On arrive à Saint-Étienne, moi je ne sais pas ce qui se passe, hein. J'arrive à Saint-Étienne, je suis ultra fraîche. Je viens de faire 78 km, j'ai mis beaucoup moins de temps que ce que je pensais faire. J'ai mis 11h30, je crois, 32 pour l'aller, alors que c'est l'année d'avant, j'avais mis 12h42 et c'était déjà un record pour moi. Et savoir que l'aller, en plus, c'est mon temps par rapport au retour. Donc vraiment incroyable, je pensais pas du tout mettre ce temps-là. J'arrive, je suis super fraîche, je me sens hyper enthousiaste, mais vraiment c'est pompélope dans ma tête. Tous les gens qui arrivent, qui nous voient, qui nous acclament, qui nous disent bravo, enfin c'est génial. Ouais, alors le dossard jaune, vraiment c'est incroyable à vivre. Je retrouve du coup Romain qui est mon coach sur place, et même lui il me dit mais je comprends pas comment tu... là, déjà il me dit mais je comprends pas comment tu peux être aussi fraîche, enfin et aussi lucide. Enfin, vraiment, j'avais toute ma tête. Et d'après toi, ça vient de quoi? Ça vient de la préparation physique, de la préparation mentale, probablement inconsciemment que tu avais mis en place dans ta tête. D'après toi, ça venait de quoi? Ou le fait tout simplement d'être heureuse d'être là et de vivre ce moment-là? Je pense que c'est un petit peu tout. Déjà, la prépa physique, parce que je m'étais donnée sur ma prépa. Surtout que j'ai chopé la mononucléose pendant toute la prépa, donc ça m'a vraiment demandé un certain mental pour pas sauter mes séances. Donc physiquement, j'étais prête. Je savais que j'étais prête. Mentalement, mais j'en rêvais depuis tellement longtemps. J'étais tellement contente d'être là que, enfin, moi, je vivais vraiment un rêve éveillé tout le long. Et ouais, je pense que c'est un mélange d'un petit peu de tout. Et du coup, ouais, j'arrive à Saint-Étienne en pleine forme. Je fais tout ce qu'il faut. Je me change intégralement. Je mange. Je me repose un peu. Bon, j'arrive pas du tout à dormir, évidemment, parce qu'on est dans l'euphorie du truc. Et on reprend le départ toujours avec la bande de copains qu'on avait sur l'allée. Et là, il y a le spectacle de drone et on est là. On est dans le sas, en plus, le premier sas à partir. Donc, on est vraiment... tout le monde nous traite comme des rois. Hein. Vraiment, le dossard jaune, t'as l'impression d'avoir une couronne sur la tête. C'est beaucoup de respect, probablement. Ouais, énormément, ouais. Et on part. Et là, c'est l'aller... Enfin, le retour, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a compté avec une amie qui faisait aussi la Lyon-Saint-Élion, avec qui j'ai couru un petit bout de chemin. On a compté, on disait 4 fois merci par minute. Parce que tous ceux qui passaient nous félicitaient, ils nous tapotaient sur l'épaule, ils disaient « Oh, bravo !» Enfin, vraiment des messages d'encouragement tout le long. Et c'était incroyable. Et c'est vrai que... Alors là, le retour, forcément, on est plus fatigué parce qu'on a l'allée dans les jambes, on a la fatigue, c'est la nuit, etc. Mais on a été, je pense, toute la nuit reboosté par cette vague d'encouragement. Enfin, c'était incroyable. Et le retour, du coup, tu le fais en combien de temps? Je le fais en 14h26, si je dis pas de bêtises. Donc je mets beaucoup plus longtemps. Oui, mais bon, il y avait quand même 78 bornes avant que l'année passée. Et là, est-ce que les émotions sont différentes quand on arrive en des escaliers? Ouais, alors là, je le savais, hein, mais j'ai chialé tout du long. D'ailleurs, j'ai même pas voulu... Enfin, mes 2 derniers kilomètres, je crois, je les ai fait intégralement en marchant. Pour parce profiter. que... Ouais. Je me suis dit, en fait, c'est maintenant que je ressens toutes les émotions, que je ressens toute la fierté. Enfin, on est rempli de... Il y a plein d'émotions contradictoires. On est à la fois épuisé, mais tellement heureux, tellement fier. Enfin, c'est
c'est un rêve qui se réalise. Et du coup, moi, je suis là, je suis en train de marcher sur le pont et je me dis, mais j'ai même pas envie de courir parce que j'ai pas envie d'arriver plus vite, j'ai envie de profiter de là maintenant, ce qui est en train de se passer. C'était fou, j'avais des gens sur le côté qui disaient, ah, bravo le dossard jaune, enfin... Et moi, j'étais là. Ouais. On le retrouve souvent sur le podcast Ultra Talk, sur des personnes qui font des aventures incroyables. C'est que, et je le dis souvent, c'est que ces émotions, quand tu fais ce genre de choses qui est dans la longue distance, l'émotion, tu ne l'as pas au moment où tu franchis la ligne. Tu l'as un peu en amont, quand tu sais que tu vas le faire. C'est ça. Et il y a plusieurs personnes, soit qui ralentissent, soit qui s'arrêtent pour certaines expéditions, pour rallonger du temps à l'aventure. Et d'autres se servent de ce moment-là pour tout de suite repartir, pour pas avoir ce fameux vide intersidéral qu'on a après des gros pics d'émotions quand l'épreuve s'arrête et tous les émotions, t'en as plus parce que tu as réalisé ton objectif et que c'est fini derrière, l'aventure s'arrête, tu reprends plus ta routine de l'aventure. Certains peuvent avoir une sorte de mini-dépression parce que justement il y a plus toute cette routine autour de ce projet-là. Et donc certains se projettent tout de suite dans une autre aventure ou un autre défi pour éviter de tomber justement au fond du seau, tu vois. Est-ce que toi, ces fameux 2 kilomètres qui t'ont amené jusqu'à la ligne dans la haute Tony Garnier, est-ce que tu t'en es servi pour savourer, profiter du passé, ou est-ce que tu t'es servi de ces 2 kilomètres-là pour te dire, bon, maintenant, c'est quoi le prochain objectif ? J'étais ni dans le passé ni dans le futur, à vrai dire, j'étais vraiment dans l'instant présent. Ça, c'est la bonne réponse. C'était vraiment, j'ai profité de mon moment, mais pleinement. Et je pense que je donnerais tout pour revivre ces 2 kilomètres. Juste, c'était tellement... Je pense qu'il faut vraiment le vivre pour comprendre ce que... Je pense que tous ceux qui ont vécu ce genre de moment comprendront. Mais ouais, j'ai vraiment profité de mon moment. Et c'est marrant que tu parles de cette petite dépression post-gros objectif, parce que alors, je pense que mon mois de décembre, ça a été totalement ça. Alors, je l'ai pas ressenti directement les premiers jours, parce que du coup, j'ai partagé un peu tout ça sur les réseaux pendant un petit temps, et ça m'a plongé dedans, ça a continué de me mettre un peu dedans pendant un certain temps. Pour continuer à faire perdurer l'aventure. Certains écrivent des bouquins, font des podcasts, rencontrent des gens, parlent à des journalistes. Et en fait, l'aventure, quelque part, indirectement, elle n'est jamais vraiment terminée, quoi. Donc, c'est pour un peu faire ce truc, on va décaler la fin parce qu'on sait qu'elle sera difficile, donc je vais continuer d'en parler. Je comprends totalement. C'est totalement ça. Je postais mon CR plusieurs fois parce que forcément j'ai écrit des pâtés et des pavés. Je pense que j'ai saoulé. La moitié devait être content de lire, l'autre moitié j'ai dû les saouler avec la Lyon-Saint-Élion. Mais ouais, je continuais de vivre ça à travers mon CR. Et puis le jour où j'ai posté le dernier post de mon CR et que là c'était vraiment fini, ah bah ça a été dur. c'est dur parce qu'en fait tu passes de vivre, tu vis Lyon-Saint-Élion, tu manges Lyon-Saint-Élion, tu dors Lyon-Saint-Élion, tu t'entraînes Lyon-Saint-Élion, et subitement c'est fini en fait. Et là j'ai ressenti ce vide intersidéral, ouais. Ça a été très dur à vivre. Après, le point qui peut permettre de compenser ça et de gommer ça, c'est de repartir sur un projet l'année d'après, de se réinscrire sur cette même épreuve ou sur une autre épreuve. On a d'ailleurs une pensée pour Michel Sorine, qui est l'organisateur de la Saint-Élion, que j'ai eu la chance de recevoir aussi au micro du podcast Ultra Talk, et son témoignage est juste incroyable. Je vous en dis pas plus, je vous invite à aller écouter l'épisode avec Michel Sorine que j'ai sorti il y a quelques semaines. Et il se passe quoi après pour toi, alors, 2024 Quels sont tes futurs projets? Vers quoi tu t'orientes? Alors du coup, oui, évidemment, j'ai placé de nouveaux objectifs parce que pour combler un petit peu tout ça. Donc là, j'aurai l'ultra-boucle de la Sahara, les 24 heures qui arrivent en mai. Donc j'adore les trucs un petit peu décalés comme ça. Courir comme un hamster sur une boucle de 2 km pendant 24 heures, c'est typiquement ce que j'adore. Après, j'aurai l'UT4M, les 100 km de l'UT4M en juillet. Et après, je repars sur la Lyon-Saint-Élion parce que c'est les 70 ans quand même, on peut pas louper ça. Ouais, c'est vrai, c'est les 70 ans. Et quand tu me parles de ton parcours, moi, je pense forcément à l'UTMB. Est-ce que tu l'as en tête ou pas? Je l'ai carrément en tête. Je l'ai carrément en tête. Là, je vais y aller progressivement parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai aussi un très gros vertige et que du coup, j'ai un peu peur de... On va dire que la Saint-Élion, c'est quand même très roulant et c'est pas vertigineux du tout. Alors que
le vrai trail, entre guillemets, enfin entre très gros guillemets, mais c'est encore autre chose. Oui, c'est la haute montagne, c'est la Ouais, montagne, c'est ça que tu veux c'est dire. ça, ouais, la haute montagne. Donc j'essaie, là déjà mon objectif, c'est de m'habituer un petit peu à tout ça cette année avec l'UT4M qui va me changer un peu de décor. Et surtout, va falloir aller chercher ce qu'il faut, les running stones. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu me décris ton parcours, j'ai pas trop de doutes sur la faisabilité parce que tu as fait une Saint-Élion, enfin une Lyon-Saint-Élion. Donc deux Saint-Élion, une Lyon-Saint-Élion. Bon, je me dis qu'il y a quand même la caisse qui est là, le physique, le mental, très clairement. Ce n'est qu'une question de temps. C'est ça, de temps. Et alors, ce qui me freine aussi, j'avoue, c'est un petit peu le budget. C'est un très gros dossard financièrement parlant. Donc, mais j'avoue que j'aimerais bien, pas 2025, mais 2026, c'est quelque chose que j'ai fortement en tête. Bon, on va suivre ça. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Quel conseil, Charlène, tu pourrais donner à quelqu'un qui nous écoute? Alors, je dirais, il y a 2 types de conseils. Il y a la personne qui écoute le podcast et qui n'a jamais fait de sport comme toi, mais qui ne se sent pas forcément bien. Et puis, il y a la personne qui fait du sport, mais qui n'a jamais osé faire plus de 15 km en courant, ou 25 km en courant, ou qui pense tout simplement qu'elle n'est pas capable de faire ce genre d'aventure. Qu'est-ce que tu diras à ces 2 personnes? Moi, je leur dirais de croire en eux, en elles, que tout est possible, en fait, quand on se donne les moyens et qu'on enlève les barrières qu'on se met nous-mêmes. En fait, on est nous-mêmes nos seules barrières. Il faut se lancer, on peut changer, on peut tout changer du jour au lendemain. Je suis la preuve qu'on peut avoir fait 0 sport et pour autant se lancer dans des aventures qui semblent complètement folles pour certains. Et y croire, ne pas se laisser dissuader par les autres, parce qu'on va toujours croiser des gens sur notre route qui auront envie de nous dire « mais non, c'est complètement fou ce que tu fais » ou « t'en es pas capable » ou « c'est pas pour toi ». Ça c'est totalement faux. On est tout à fait capable de tout ce qu'on a envie de faire tant qu'on en a l'envie. Donc ouais, non, je dirais de se lancer, de pas se mettre de barrières, d'oser, et rien que d'oser, des fois on ose en se disant j'y arriverai pas, et en fait souvent ça passe. Et aujourd'hui, quelle est la course qui te fait rêver? Parce que moi je suis... enfin, j'allais dire indirectement, mais je suis, de par les invités que j'ai en face de moi régulièrement, ou que j'aimerais avoir en face de moi, je suis leur parcours, et je vois que beaucoup, parfois, mettent sur un piédestal ou fantasment des épreuves de trail running dans ta discipline, je parle, aux États-Unis. Est-ce que toi, c'est le cas? Est-ce qu'il y a une course vraiment? Tu rêves de faire cette épreuve? Pour le moment, moi, t'en as parlé, ce serait l'UTMB. J'adore la France. On a de la chance d'avoir de très beaux paysages qui sont finalement à côté de chez nous. Il n'y a pas forcément besoin d'aller très très loin pour voir de belles choses. Donc, j'ai déjà envie de voir ce qu'on a du côté de chez nous. Et après, pourquoi pas. Mais ouais, pour l'instant, moi, j'avoue que j'ai l'UTMB en ligne de mire. Bon, en tout cas, c'est déjà le top, c'est le sommet du trail running, hein, très clairement. Il y a un point, moi, sur lequel j'aimerais m'arrêter également, c'est ce que tu nous expliquais, ton parcours, ta progression sur la distance, mais aussi sur tes entraînements. Et quand on fait du long comme ça et de l'ultra en trail, il y a quand même une clé de la réussite qui peut venir te freiner et t'arrêter dans ton épreuve, c'est l'alimentation. Donc entre 2017 et 2023, avec ce que tu fais 2024 aujourd'hui, est-ce que tu as découvert une nouvelle relation avec l'alimentation? Et comment tu as progressé dans tes repères de ravitaillement aujourd'hui, sucré, salé, avec tout ce qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui? Alors moi, à savoir que je me fie beaucoup... Alors, je suis pas dans la tête de classement, hein, je suis pas dans la performance, je suis vraiment avant tout finir et dans le plaisir. Et niveau alimentation, je fais quasiment tout au feeling. Alors après, forcément, je sais qu'il faut que je mange régulièrement et que du coup, je vais parfois me forcer. Tu n'as pas de stratégie. Par exemple, au bout de 2 heures, je prends ça, au bout de 3 heures, je prends ça, au bout de 5 heures, je prends ça. Moi, je vise à manger toutes les 45 minutes. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, c'est ce que je fais et ça fonctionne pour moi. Et je mange des choses qui me font envie. Il y a beaucoup de sucré, aussi du salé. Là, notamment, je viens de signer un partenariat avec Oversteams, qui font des produits que j'adore gustativement parlant et qui du coup sont aussi faits pour donner de l'énergie et donner tout ce qu'il faut, et du coup ça c'est... Moi c'est parfait.
Et j'ai pas une stratégie comme tous les grands athlètes qui vont dire je mange tant de grammes de glucides à tel moment, etc. Pas du tout. Moi, je dirais c'est un peu du feeling. Alors peut-être que ce serait un point sur lequel il faudrait que je progresse, mais en tout cas, pour l'instant, ça fonctionne. Donc Voilà, c'est intéressant, je voulais avoir ton avis sur ça également. Et parce je que c'est mange vrai que... beaucoup de flan. Je veux dire aux gens de manger du flan. Donc, il n'y a pas que dans le cyclisme on mange du flan, parce que le cycliste est un fan de flan, mais je viens de découvrir que dans le trail aussi. Ah, mais moi, alors, si tu savais, parce que les gens, du coup, qui me suivent dans mes stories le savent, si tu savais le nombre de réels de flan qu'on m'envoie. Donc ça, c'est le défi du jour. C'est le défi du jour. Si vous avez des réels ou des stories de flan, vous les partagez avec Charlène. Ah bah ça, il n'en manque pas. Alors, tu as parlé des partenaires. Ça aussi, je voulais en parler parce que aujourd'hui, tu commences, parce que je pense que ça ne va pas s'arrêter de par ce que tu vas nous expliquer au niveau de ton parcours, avoir de la visibilité. Et comment tu travailles avec des partenaires. Donc, est-ce que Oversteam est ton seul partenaire? Est-ce que tu as d'autres partenaires techniques, textiles, chaussures, lunettes, je ne saurais quoi d'autre, mais est-ce que tu as des partenaires avec lesquels tu travailles? Alors j'ai la chance d'avoir depuis 2019 des propositions de collaboration de par ma présence sur les réseaux. Alors pourtant en 2019 en plus j'avais pas énormément d'abonnés, mais j'ai eu beaucoup de chance de croiser le chemin de Spod à l'époque, qui est un magasin de running, l'un des premiers magasins de running lyonnais. Très bon magasin. Qui m'a laissé ma chance et qui est venu me proposer de collaborer avec eux. Alors à l'époque j'avais 4000 abonnés, je comprenais pas du tout qu'on s'intéresse à moi. J'ai vraiment eu une chance exceptionnelle de les rencontrer. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai commencé à avoir d'autres propositions après, au fur et à mesure que mon compte a grandi. J'ai fait 2 ans de partenariat avec Brooks, auquel j'ai mis fin, mais j'étais très satisfaite des produits, etc. C'était pas du tout le problème, j'avais juste envie de retrouver une certaine liberté contractuelle. Et là, je suis en train de passer chez Terre de Running, du coup, parce que Spot s'est fait racheter récemment, et du coup, ça a été pour moi l'occasion aussi de prendre un nouveau départ. Et j'ai un ami aussi qui a ouvert un terre de running à Croix-Rousse, donc ça s'est fait très naturellement. Et c'est vrai que j'ai la chance comme ça d'avoir des collaborations régulièrement pour tout ce qui est équipement. Et c'est vrai qu'on va pas se mentir, c'est quand même très agréable d'avoir un certain confort sur ces courses, surtout sur du long. Par exemple, on va énormément manger, donc avoir un partenariat avec Oversteam, c'est vraiment une chance parce que surtout moi de base je mange beaucoup tout court, mais alors sur une course encore plus. Et, ça représente combien de calories sur par exemple une Lyon-Saint-Élion? Tu sais ta dépense énergétique? Je saurais même pas dire tout ce que j'ai mangé. Et encore sur la fin, parce que je me rappelle que j'ai fait une hypo à 6 km de l'arrivée, parce que sur le dernier semi, dans ma tête, oh bah c'est bon, c'est plus qu'un semi, j'ai pas besoin de trop manger, c'est la fin, j'arrive tranquillou. Mais en fait, non, il faut vraiment beaucoup manger tout le long. Et je saurais même pas dire combien de calories j'ai mangé, à vrai dire. Bon, tu calculeras. Ouais. Ça peut être intéressant. Ah oui, non, mais c'est sûr, j'ai énormément de choses à voir côté, je pense, nutrition, etc. pour faire des progrès. Mais c'est vrai que moi, je suis plus... En fait, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. J'ai plus envie de profiter de... Voilà, je suis pas dans la performance forcément, je suis plus dans... Pour moi, ma performance, c'est de me dépasser moi-même. À partir du moment où je finis mes objectifs, en général, je me suis dépassée moi-même, donc ça me va. Ce qui veut dire que tu n'es pas... Est-ce que les datas t'intéressent Je vois que tu as une montre connectée, mais est-ce que les datas sont quelque chose qui t'attire? Je sais pas, est-ce que tu vas regarder tes pulsations au repos, tes pulsations à l'effort, tes zones dans lesquelles tu cours? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu laisses à ton entraîneur pour analyser ton état de forme? Ou est-ce que c'est toi quelque chose qui t'intéresse? J'y regarde forcément un petit peu parce qu'on est tous un peu comme ça. Et puis surtout depuis que je suis suivie, où je sais par exemple que mes séances de F, faut que je sois à tant de battements par minute, etc. Donc je regarde un petit peu plus qu'avant, mais je regarde, mais sans forcément trop me focaliser non plus. Voilà, c'est une donnée, mais après, forcément que si la vitesse s'améliore naturellement, je vais être contente, petite satisfaction personnelle. Mais c'est pas... Je sais très bien que je finirai jamais dans les têtes de classement. On me verra pas forcément, quoique j'ai quand même fait 3e de ma catégorie sur la Lyon-Saint-Élion, mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, donc forcément, on finit vite. C'est ce que j'allais dire, quoique, tu viens de le relever. On va arriver sur la fin de l'épisode, Charlotte. J'ai encore trois questions pour toi. C'est plus de la réflexion sur ton parcours, mais comment aujourd'hui tu pourrais exprimer comment le sport
comment le sport a influencé aujourd'hui ou influence ta vie aujourd'hui? Je dirais que ça a totalement changé ma vie et ça l'influence dans le sens où j'organise mon emploi du temps en fonction de mes séances. Mes séances vont primer par rapport à certaines choses, donc forcément, faut s'organiser en conséquence. Et je me vois, en fait, je vois plus ma vie sans sport. C'est vraiment ce qui me stimule, ce qui me rend heureuse dans ma vie et ce qui donne à ma vie son intérêt, j'ai l'impression. Enfin, il y a évidemment d'autres choses, hein. J'ai pas que le sport dans ma vie, mais c'est vraiment, je dirais que c'est vraiment la chose la plus importante dans ma vie. Et si on me l'enlevait, j'aurais l'impression de me perdre moi-même, en fait. Enfin, ce serait ça. J'imagine même pas ma vie sans, en fait. C'est pas concevable. Et pareil, avec le recul, quel impact, comment tu pourrais t'exprimer sur l'impact de ta prise de décision lors de cette insomnie entre fin 2016, entre Noël et le jour de l'an? Qu'est-ce que tu pourrais dire sur cette prise de décision-là? Quel impact elle a eu sur ta vie de manière très clairement générale? C'était la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Ça a tout impacté parce que ça m'a donné de la confiance en moi, cette confiance en moi qui s'est retrouvée dans plein de domaines. Au final, j'ai eu, grâce à cette confiance que j'ai gagnée, j'ai eu le courage de faire des reconversions professionnelles, de changer de métier. J'ai eu le courage d'aller un peu plus vers les gens. Enfin, il y a tellement de choses qui ont changé que je dirais que toute ma vie a basculé sur cette décision qui, venant d'une simple insomnie comme ça, finalement, Est-ce que tu as aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des barrières ou est-ce que tout est possible pour toi? Il y a forcément des moments où on doute, quand on est sur un entraînement un peu difficile et qu'on en chie alors qu'on est que sur 10 km et qu'on se dit attends, là je veux préparer 150 km et je suis en train d'en chier sur 10. Donc il y a forcément des moments où on doute parce que c'est pas toujours tout beau tout rose, hein. Il y a des hauts, des bas, mais je pense que en fait le fait d'avoir déjà atteint des objectifs dont je ne me pensais pas capable avant m'aide à prendre conscience que, ok, même si je me sens pas forcément capable des choses à l'instant T, ça veut pas dire que c'est pas possible et que j'y arriverai pas. Donc je me dis, j'ose, je tente, et advienne que pourra. Et encore une toute dernière question, là je viens de la penser, de la voir en t'écoutant, c'est qu'est-ce que tu ferais quand on écoute ton parcours et que tu viens de nous expliquer justement tout ce qui s'est passé dans ta vie, à partir de 2017 où tu commences à courir, de par l'expérience que tu as maintenant, qui est juste incroyable. Des gens qui ne connaissaient pas Charlène avant, désormais vont tout de suite la positionner dans le décor, dans le schéma du trail running, longue distance, ultra distance. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2017, tu n'as jamais fait de sport, tu ne sais pas par où commencer. Avec l'expérience que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment? Étonnamment, j'aurais presque envie de dire rien. Parce que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu faire depuis, ça m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Et je suis quand même contente de la personne et que je suis, du parcours que j'ai eu. Et en fait, j'ai presque envie de dire que je regrette aucune erreur. Enfin, c'est aussi les erreurs qui permettent d'apprendre et qui nous renforcent. Et du coup, je pense qu'en vrai, je changerais rien. C'est une réponse qui me plaît bien. Et où est-ce qu'on te suit, Charlène, aujourd'hui? Sur quel réseau social on peut te suivre? Sur quel réseau est-ce que tu réponds? Sur Instagram, Charlène-FLA. FLA comme Floss, hein, mon nom de famille, et pas comme Flan, comme beaucoup le pensent, mais on peut me suivre là-bas. C'est vrai que le compte a bien évolué, hein, parce qu'elle est suivie désormais par plus de 21 500 personnes. Donc voilà, en tout cas... un grand bravo pour ce partage. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter à cet épisode pour terminer? Juste merci déjà à toi de m'avoir permis d'être là. Et du coup, merci aussi à ces 21 500 personnes qui eux aussi ont contribué à changer pas mal de choses dans ma vie. C'est vrai qu'on réalise pas quand on est sur les réseaux, mais en fait, c'est fou quand même de se dire qu'il y a 21 500 personnes qui suivent mes aventures et qui portent de l'intérêt à mes aventures. Je trouve ça dingue. Et puis probablement que beaucoup ne connaissaient pas la face cachée, j'allais dire le parcours, la prise de décision, ce qui va forcément impacter aussi ta communauté. Ces 21 500 personnes, c'est ta communauté, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des gens qui te suivent, mais que tu impactes forcément à travers ce que tu dis et ce que tu fais. Donc en tout cas, bravo à toi. Moi, je trouve que c'était un super épisode, Charlène. Franchement, J'ai pris beaucoup de plaisir à
à découvrir qui tu étais et surtout, je suis impressionné par la force de caractère dont tu fais preuve, non pas d'avoir fait la Saint-Élion, même si c'est déjà extraordinaire, mais la prise de décision de cette insomnie a probablement changé ta vie, très clairement. Donc un grand merci pour toi, et puis on va suivre tes aventures, et on te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.